Bună seara, domnilor și domnilor! Interlocutoarea mea la această ediție este una dintre cele mai puternice femei din audiovizualul francez, Marie-Christine Saragos. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci de m'avoir proposé cette interview. Alors, Madame Saragos, vous êtes l'ex-patron de TV5 Monde et depuis une année, vous êtes à la tête d'une société qui groupe plusieurs chaînes, RFI, Radio France Internationale, une station arabophone, Monte Carlo Doualiya et France 24, et vous voilà à Bucarest. La Roumanie reste quand même un bastion de la francophonie. Tout à fait, et puis les liens entre RFI, Romania et la Roumanie sont très anciens, puisqu'il y a plus de 22 ans que cette radio a été créée ici. Et c'est probablement le seul exemple pour RFI d'une radio filiale qui émet comme ça depuis une ville qui n'est pas Paris. Et donc on a une fierté particulière dans ce pays. Il y a plusieurs façons de défendre la francophonie. Une, bien sûr, c'est de promouvoir la langue française. Et évidemment, RFI et RFI Romania en particulier s'y emploient. L'apprentissage du français, on a une offre très moderne qui plaît beaucoup aux très nombreux enseignants de français roumains. Mais on peut aussi porter la francophonie dans d'autres langues. C'est tout le but d'ailleurs de RFI Romania qui parle aussi roumain. Et donc, vous savez, dans notre groupe, on parle 14 langues. On parle aussi l'anglais. Parce qu'au fond, la francophonie, c'est aussi un état d'esprit, des valeurs partagées, une certaine idée de l'information qui nous est chère, même lorsqu'elle est douloureuse, puisque peut-être que nos téléspectateurs savent ce qui s'est passé au Mali, parce que nous défendons une idée d'une information honnête, au plus près du terrain, qui essaye de donner la parole à tous, d'être contradictoire, de ne pas être caricaturale, simplificatrice, et surtout pas une information de propagande. Quelle est la marque de la francophonie en termes de valeurs Et je pense que c'est une certaine idée des droits humains, de la liberté et de la pluralité. Peut-être que ce qui est intéressant dans la francophonie, c'est la curiosité pour l'autre. Le fait d'essayer de comprendre qui il est, de ne pas vouloir lui imposer unilatéralement quelque chose, mais d'être curieux. Au fond, la curiosité, voilà qui est un beau défaut, puisque c'est une qualité. Donc je pense que c'est un des traits intéressants de cette famille, qui regroupe plus de 70 États aujourd'hui, des États du Nord, du Sud, de toute confession religieuse, de tout niveau économique, et qui trouvent un lieu pour échanger et se comprendre. C'est comme un laboratoire peut-être de fraternité humaine. Justement, je voulais savoir comment ça se voit à Bucarest depuis Paris. Je pense que ça ne se voit pas assez. Alors que on a beaucoup de citoyens français d'origine roumaine. On parlait par exemple, Michel Drucker, qui est un des Français les plus connus. Il est évidemment roumain d'origine. Il y en a d'autres, Michel Larocque, d'autres. Et puis, bien sûr, il y a tous les grands auteurs, Cioran, Ionesco, les grandes actrices, Popesco, tout ça. Enfin, il y a tout un lien, il y a tout un inconscient commun entre... Mais il y a les Roms aussi. Hein. Mais il y a aussi les Roms. Je pense qu'il ne faut pas nier ces problèmes, mais il ne faut pas les traiter de manière simpliste. Et je crois que la Roumanie doit vraiment prendre la parole sur ce sujet et que nos antennes sont ouvertes à la Roumanie pour donner ses analyses, son point de vue. Il ne faut pas simplifier, il faut dire les choses et peut-être essayer de les résoudre ensemble, ne pas nier les problèmes qui existent, mais en toute complicité, en toute fraternité, les résoudre ensemble. Vous avez évoqué ce que s'est passé au Mali. 2 journalistes de Radio France Internationale ont été tués. Et vous avez dit que c'était important de ne pas se laisser fermer le bec par les barbares. Clouer le bec. Oui, j'ai pris une expression volontairement familière pour que le plus grand nombre de gens comprennent bien ce que je voulais dire. Les équipes de terrain, il y a 30 ans de ça, elles étaient des témoins protégés quelque part parce qu'on savait qu'un journaliste faisait son métier, il n'était pas une cible dans un conflit armé. Avoir marqué presse sur comme ça sur son blouson, c'était une protection. Ensuite, on a vu une évolution. Certains grands médias sont devenus des acteurs de certains conflits. On pense à la guerre du Golfe, à CNN International. Et aujourd'hui, ils sont même parfois des cibles, qu'il s'agisse de prendre des otages ou d'assassiner des gens. On sait qu'on va peut-être faire parler de soi plus si on prend en otage un journaliste, parce que non seulement c'est un être humain, mais en plus il porte la liberté de la presse, donc ça devient un symbole. Et c'est pourquoi il me semble important
de ne pas renoncer. Parce que si on laisse faire, il n'y aura plus de témoins sur ces zones. Ce seront des zones de non-droit, de non-parole. Évidemment, on n'a pas vocation, les journalistes et les équipes, à être des victimes, pas plus qu'à être des héros. On a vocation à faire notre métier et il faut qu'on se mobilise. Puisque les crises augmentent, puisque la nature des risques change, il faut nous aussi qu'on s'adapte pour continuer à faire notre métier, qui est plus qu'un simple métier, c'est souvent un engagement. Vous savez, il y a en Roumanie un débat sur la qualité du journalisme. Il y a plusieurs chaînes privées, disons, qui répondent aux intérêts du patronat. Il y a la télévision publique, mais ici il y a un petit problème. Le PDG, le conseil d'administration, ils sont nommés par les partis parlementaires, donc il y a des pressions politiques. Quelle serait la voie de l'équilibre? Le point le plus capital, c'est le professionnalisme des journalistes. Je crois que des journalistes bien formés sont des journalistes qui couvrent correctement l'information. Un journaliste n'est pas un militant, un journaliste n'a pas à prendre parti, sauf peut-être, je mets une nuance, sur des valeurs, parce qu'on peut être objectif, on peut essayer d'être impartial, mais on a le droit d'avoir des engagements sur des valeurs. Moi, par exemple, je défends la parité des hommes et des femmes, et je le dis. Et je le revendique. Je défends aussi la laïcité, c'est-à-dire la neutralité des pouvoirs publics par rapport aux confessions religieuses de chacun qui semblent du domaine privé. Donc finalement, vous parlez d'un journaliste comme une conscience libre. Oui, fondamentalement. Comme un des piliers de la démocratie, le quatrième pouvoir, si on prend Montesquieu et les trois pouvoirs indépendants qui garantissent la démocratie, eh bien, oui, il y a un quatrième pouvoir, à condition qu'ils comprennent bien sûr ces valeurs et qu'ils soient formés pour les mettre en œuvre. Et un des éléments de ces valeurs, ça me semble d'être au plus proche des faits. Parce que bien sûr, on peut faire du journalisme à partir des dépêches d'agence dans une rédaction. Et on peut ne pas prendre de risques sur le terrain. Mais il me semble qu'on rate une partie de sa mission et que le journalisme, il prend sa véritable corde vocale sur le terrain aussi, au plus près des gens. Il y a des télévisions publiques qui ferment maintenant au monde. Alors, je pense que le concept de télévision publique doit bien être explicité. Quand on a la chance d'être dans une démocratie, une télévision publique, ça n'est jamais une télévision gouvernementale. Tout au contraire. Ça a un financement public par les citoyens qui payent, par exemple en France, la redevance. C'est un financement fléché, spécifique. Et contrôlé par le Parlement, par le gouvernement, Par bien sûr un conseil d'administration et le Parlement qui est élu. Le Parlement qui est élu démocratiquement. Mais d'ailleurs, le gouvernement aussi est issu des élections. Donc voilà, et il est important qu'il y ait du pluralisme dans le paysage, qu'il y ait différents types de médias. Mais je pense aussi qu'il est important d'élever le débat et de se faire une haute idée de ce qu'est le journalisme. Pas forcément un journalisme de petites phrases et de scandales, mais un journalisme qui essaye de tendre vers la vérité, qui est un concept philosophique difficile à atteindre, mais qu'on peut se fixer comme objectif en tout cas. Madame Zaragoza, je vous ai évoqué au début de l'interview comme une femme de caractère, la première, la seule à la tête du service audiovisuel extérieur de la France. C'était difficile pour vous de vous imposer comme femme? Je pense que c'est un baromètre de tout le reste, le statut des femmes. Quand ça ne va pas pour les femmes, ça ne va pas pour beaucoup de choses. Et on ne peut pas non plus développer une économie en laissant de côté 50% de l'humanité, 50% de sa population. On ne peut pas laisser les filles pas éduquées. Donc je crois qu'il faut effectivement s'engager. Pour moi, dire que c'était difficile, je ne peux pas peut-être dire ça comme ça. En tout cas, je me sens très solidaire. On parle de fraternité, mais moi je veux parler de sororité, c'est le féminin. Je me sens solidaire de toutes les femmes qui souffrent dans le monde ou de celles qui ont des difficultés pour réussir et je veux les aider parce que je pense que quand on a une position, disons, assez, où on peut faire des choses, il faut les faire. Les stéréotypes subsistent dans les consciences. Alors je pense qu'il faut une prise de conscience. Par exemple, une chose très simple, à la télévision ou à la radio, il y a beaucoup maintenant de journalistes, femmes qui ont des postes élevés, qui sont à l'antenne, mais il y a moins d'experts. Quand on va parler d'économie, on va avoir des messieurs qui parlent d'économie, pas forcément des femmes. Quand on va parler d'une catastrophe,
On va montrer les femmes qui sont victimes de la catastrophe, mais c'est un expert homme qui va raconter pourquoi il y a une catastrophe, pourquoi on peut... Alors c'est ça qu'il faut lutter en mettant plus de femmes. Elles existent, il y a des femmes expertes, mais il faut leur donner la parole. Merci pour cette interview și vă mulțumesc și dumneavoastră, Beata Joan.